Alors, bienvenue à vous toutes et tous. Merci d'être là pour ce cours de tibétain. Vu que c'est le premier jour, c'est jeudi, c'est le premier jour, donc le Losar, si on le prononce à la tibétaine, le Losar. Et le Losar, c'est donc le nouvel an, hein, Lo, l'année, et puis Sar, Sarpa, pour dire nouvelle. Donc voilà, on y est, on est le première année du Tigre d'eau. En plus, c'est mon année, donc voilà, je retombe sur mon cycle. Donc, bon, petit détail sans grande importance. Mais j'en profite de ce leçon pour vraiment vous exprimer tous mes souhaits de bonheur, souhaits de bon augure, que tout se passe bien, longue vie, etc. Et pas d'obstacles. Et vu que le monde va super bien, bah, c'est bien de faire des souhaits, parce que là, il y a vraiment il y a besoin de faire des souhaits pour créer, contribuer, même modestement, à créer les conditions favorables. Voilà. On va commencer par une prise de refuge, comme d'habitude courte, mais tout est dedans. Et puis ensuite, on se met à l'étude du texte d'aujourd'hui, qui est en rapport avec le SAR. Quelqu'un avait exprimé ce souhait, et donc il est exaucé, c'est une bonne chose. Ça nous permet de voir un texte du Karmapa. Mais tout d'abord, donc, prise de refuge. Sangye che tang tsoge cho nam la chan chom parado dane jab soe che dage jen tsoge pe tse nam ke rola penchre sangye chom parai sho. Voilà. Alors, donc, je l'ai dit, aujourd'hui, le SAR est texte en rapport avec le SAR. Je me suis un peu gratté la tête me demandant mais quel texte j'allais bien pouvoir trouver pour faire nos petites analyses grammaticales. Puis finalement, cette lettre du Karmapa, le 17e Karmapa Chinetanya Dorje, est arrivée avec ses souhaits de nouvel an. Alors j'aurais pu en prendre d'autres, il y en a beaucoup qui circulent sur Internet. Mais là, évidemment, pour plein de raisons, j'ai choisi cette lettre que vous avez dans le PDF du jour, c'est-à-dire la leçon 11, en fait. Il n'y a pas de PDF particulier pour la leçon 10 parce qu'on a repris les éléments qu'on avait vus et donc, en plus, vous retrouvez toutes les indications concernant toutes les leçons toujours sur la page ressources. Si vous n'avez plus le lien, vous me le redemandez, je vous le renverrai avec plaisir. Et sinon, donc, alors, c'est pas qu'on laisse tomber l'étude du texte de Chenrezig, évidemment pas, mais c'est sympa de se faire une espèce d'incursion, voilà, avec autre chose, un texte contemporain, c'est aussi bien, voir comment les choses sont dites, d'une manière assez littéraire, vous allez le découvrir avec le texte de Karmapa, et puis il dit bien sûr des choses profondes, donc je pense que ça peut vous intéresser. En tout cas, c'est le souhait, c'est l'intention que cela vous intéresse. Alors, vous avez vu, la construction de la leçon est très simple. Hein. Il y a simplement le texte, qui est vraiment le facsimilé qui circule sur Internet, et puis ensuite, on a le texte repris. Et donc, avec le repère des particules et les mots-clés, comme vous voyez défiler à l'écran, avec une petite photo de tigre d'eau, évidemment, et puis ensuite le vocabulaire. Alors, un vocabulaire assez nourri. Là, il y a une quarantaine de mots, ce qui fait que dans le texte, si on regarde le texte ici, je ne vais que là. Que là, c'est déjà pas mal, en fait, pour nous. Hein. Souvent, une seule strophe pourrait suffire dans le texte de Chenrezig. Donc ici, il y a pas mal. Alors, cela dit, par rapport au texte, même s'il n'est pas très grand, ça nous fait arriver seulement jusqu'ici. Ça nous fait arriver là. Donc, vous voyez, on est loin d'être au bout du texte. Mais en fait, même si le texte est court, encore une fois, il y a beaucoup de choses dedans. Du vocabulaire et des constructions. Mais en même temps, on voit, en tout cas j'ai eu cette impression, c'est-à-dire qu'en faisant là ce pointage des différentes particules, des mots, je pense que... Alors, ce serait trop dire que... ou c'est pas le moment de penser qu'on a assez d'éléments pour se débrouiller tout seul dans un texte comme ça. Mais disons, il commence quand même avec tous les éléments qu'on a vus, ça commence à devenir alors limpide, c'est peut-être trop dire encore une fois, mais ça commence à devenir compréhensible. On commence à pouvoir sentir la structure, voir comment ça s'organise. En tout cas, j'ai l'impression, maintenant, après on va voir, on va travailler là-dessus.
La traduction du texte, j'aurais dû mettre directement la traduction du texte, je ne l'ai pas mise là, mais ça fait rien, on va l'imaginer ensemble, la traduction française. Il y a une traduction d'ailleurs française qui circule, je pourrais la rajouter à la fin du PDF, je vous renverrai le PDF. De toute façon, le principe, vous l'avez compris, vous recevez le PDF avant le début de la leçon, et puis ensuite, s'il y a un update sur le PDF, c'est ce PDF-là que vous retrouverez sur la page ressources. Donc voilà, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ainsi que la liste de vocabulaire, Quizlet, pour les flashcards, etc. Elle n'est pas encore faite, elle sera faite cet après-midi et vous aurez le tout avec aussi la vidéo. Donc tout le matériel pour parfaitement comprendre tout ce qu'on est en train de voir ensemble. C'est extraordinaire. Alors, on repère les particules et les mots-clés. On voit dans le style, là on peut juste regarder la forme globale, il commence par une strophe donc versifiée évidemment, puis ensuite le texte en prose. Ça c'est assez classique, en fait c'est un traitement classique, c'est pas un style journalistique, c'est vraiment un style classique, un style de composition, et qu'on retrouve bien sûr souvent, avec une strophe, et puis presque, on pourrait dire, un commentaire de la strophe. Pas tout à fait, parce qu'une strophe, ça peut aussi être une strophe d'ouverture, où on rend hommage, ça c'est possible, ou alors une strophe qui ensuite est décryptée, expliquée dans la suite du texte. Voilà. Et puis j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Et puis pas de souci si vous êtes en retard, vraiment pas, étant donné que vous avez le replay, puis ensuite vous pourrez de nouveau « Hello, hello, Kelly, je vois Aude, bienvenue, c'est sympa de vous retrouver. » Ah, Aude, deux fois. J'ai une bonne excuse, c'est jour de fête à Montchardon, alors... Absolument, Kelly, c'est jour de fête. J'avais rendez-vous avec les momos. Ouais. Et le sartachidélé à tout le monde, du coup. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Aïe, 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 ça doit être succulent, ces momos. Ouais, alors là, impeccable. Puis alors, je vois que Aude s'est dédoublé 2 fois. Donc, 2 vignettes plus 2 images. Non, mais c'est bien. C'est le début de... comment on appelle ça? L'ubiquité, se retrouver partout, je crois, hein. Donc c'est très bien. Ok. Géraldine aussi nous a rejoint. J'avais pas tout de suite repéré. Hello, hello. Et puis Sevana, Philippe aussi. Voilà. À vous, je n'avais pas dit bonjour. Donc bonjour. Voilà. Et vous avez vu, donc vous avez reçu le mail avec le PDF, le texte du Karmapa pour le Lessar. Et puis ça nous donne l'occasion, on fait bien le larron là, parce qu'on a de quoi analyser ce texte. Donc strophe d'entrée. Où il nous dit ceci. Alors là, bon, bien sûr, vous avez le texte en tibétain tout cru, on va dire. Alors, il faut se débrouiller un peu avec. D'abord, le repère des particules. Alors, quand je dis le texte tout cru, c'est parce qu'en fait, vous comme moi, quand je me retrouve dans un texte, je me retrouve en train de me dire, bon, grade, je fais quoi avec tout ça? C'est pas forcément évident. Donc là, je pense que d'avoir un peu une forme de méthode pour aborder le texte, c'est une bonne chose. Parce que, évidemment, si on connaît très bien tous les mots, alors voilà, on lit d'un coup, et puis le sens apparaît tout seul. Comme c'est l'exercice qu'on fait avec n'importe quel article de journal, et puis ça nous semble tout à fait évident. Simplement, pour mettre en place et ensemble tous les éléments qui permettent de faire surgir le sens d'une phrase que l'on lit, c'est pas évident. Donc là, nous, on procède d'une manière, on pourrait dire, très systématique. Et la façon de procéder, c'est le repère. Ça, c'est super important. On prend nos repères, on se déplace dans la forêt, tac, tac. Donc là, maintenant, il y a suffisamment de connaissances, je pense, sur les particules pour les repérer. Attention, on n'a pas fait le tour des fonctions des particules. Alors, c'est toujours la technique à la fois du millefeuille et à la fois de l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire, on va, chaque fois que l'on verra une particule dans une situation particulière, on va alors creuser cette situation et puis essayer de comprendre ce qu'elle nous dit. Et c'est petit à petit, par l'accumulation de toutes ces couches, qu'on va constituer notre connaissance. C'est ça l'idée. Donc ici, premier exercice super simple, repère des particules. Là, j'ai mis qu'une seule couleur, parce que maintenant, peut-être, que l'on peut différencier les particules, même si elles sont identifiées toutes comme des particules. Donc voilà, ça c'est l'exercice que, si par exemple vous êtes face à un texte comme ça, vous pouvez faire. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec n'importe quel extrait de texte tibétain que vous avez sous les yeux. La première des choses, c'est de vous déplacer. Alors, je vais vous le lire.
Et comme ça, vous aurez la lecture et je ferai aussi une vidéo, un extrait autonome de cette partie et de lecture du texte. Ça vous aidera, je pense. Alors, je commence par lire le texte et puis je réfléchis. Parce qu'il y a aussi l'épellation. Donc, ok, je vais faire une épellation et ensuite une lecture du texte. Donc, l'épellation. Ra, kataka, yatagya, la giel. Giel. Ka, shapkyuku, na, kun. Pa, yatacha. Sa, kataka, ratata, shapkyutu, ba, dup. Ya, denbouye. Sha, denbouché. Sa, she. Ka, yatakya, giguki, ki. Donc, gel, kun, cha, dup, ye, she, ki. Ok? Presque simple. Disons. Après, c'est l'habitude qui fait qu'on repère. À ce stade, je ne vous donne pas non plus d'explication exacte sur pourquoi on dit Ra, Kataka, Yataga, la Gel. Là, c'est l'idée d'une imprégnation. Donc, le but de l'exercice, c'est ensuite de reprendre la vidéo, de réécouter, et puis simplement de répéter. Ra, Kataka, Yataga, la Gel. Ka, Shapkyuku, na, kun. Pa, Yatacha. Sa, Gata, Garata, Da, Shapkyudu, pa, dup. Ya, Dembouye. Sha, Dembouche, sa, she. Ka, Yatakya, giguki. Gel, kun. Cha, dup. Ye, she, ki. Voilà. Bien sûr, chaque syllabe, on pourrait prendre d'autres temps et puis voir pourquoi on l'a dit comme ça. Mais peut-être ce qui est important, et ça c'est, on pourrait dire, un repère dans le repère, c'est de voir déjà les lettres. Ça c'est important, effectivement, de connaître les lettres de base, ça peut vous aider. Ici, je dis Ra, Kata, Ga, Yata, Gya. Donc là, ce qu'il faut repérer surtout, c'est le Ga. Le Ga ou le Ka, hein. On dit ga parce que, voilà, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pourquoi on dit ga? Non. Mais simplement, là, on est dans la troisième lettre. Hein. Si je prends simplement, j'écris ici nos lettres, on les connaît. La première, c'est le K. La deuxième, c'est le K. D'accord? Très mal écrit. Et la troisième, c'est le K. OK. Donc là, on a nos trois lettres. Donc ici, ben, c'est la troisième. Hein? K, c'est K. Ça, c'est des repères à l'intérieur d'une syllabe. Même si on ne comprend pas exactement comment on doit prononcer la syllabe, ce qui est tout à fait OK, par contre, de repérer la lettre principale, ça c'est intéressant. Parce que ça va nous aider beaucoup, justement. Toujours dans cette idée du repère. Donc ici, K, Shapkyuku, na, kun, donc là vous avez K. Et la règle fondamentale pour repérer la lettre de base dans une syllabe, c'est pas très compliqué en fait. Parfois c'est un peu complexe, mais une des règles, c'est que si vous voyez une lettre accompagnée par tout un fatras au-dessus ou en dessous, vous êtes sûr que c'est la lettre de base. Voilà. Donc ici, il y a une lettre avec un signe voyelle, le shapkyu, pour le son OU, donc vous savez que c'est la lettre de base. Là, il y a vraiment, il y aura jamais de surprise. Ou alors peut-être si, mais franchement, je ne vois pas laquelle. Ce qui fait que, bon, là, quand vous en avez qu'une seule, payatacha, bon, bah, la question ne se pose pas. C'est forcément la lettre de base, il n'y en a qu'une. Ici, vous en avez une composée, puis une à droite toute seule. Bah, c'est simple. C'est donc celle composée qui est la lettre de base. Toujours. Ici, une seule, ça ne pose pas de problème. Ici, lettre composée de nouveau. Sha, dembouché, donc c'est la lettre de base. Et puis ici, Kayatake, Geguki, bah de nouveau, pas de problème, c'est la seule lettre. Donc c'est là, bon, je vous le présente comme si c'était super facile, les mains dans les poches, etc. On est d'accord, c'est pas tout à fait les mains dans les poches. Ok. Mais en même temps, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques temps, ce sera ah ben oui.
ce sera vraiment clair. C'est-à-dire que vous aurez, c'est une question d'habitude, vous aurez l'habitude d'avoir repéré qu'une lettre est composée. Et que donc, si elle est composée, c'est une lettre de base. Et puis vous allez voir, il n'y a pas 15 000 possibilités de la composer. Si vous prenez dans les ressources la leçon pour apprendre à lire et écrire le tibétain, ben, vous allez voir qu'il n'y a pas 15 milliards de possibilités. Donc vous avez 4 signes voyelles, pas plus. Bon. Après, vous avez des combinaisons, puis les combinaisons, c'est presque toujours les mêmes. Là, vous avez les lettres qu'on peut mettre au-dessus, vous en avez 3, vous n'en avez pas 10 000. Vous avez le Ra, ici, ben voilà. Donc, vous avez le Sa, ici, par exemple, autre exemple. Et puis vous avez le La. Et puis c'est terminé. Donc, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. C'est pour ça qu'on a pu faire des stages où en une semaine, on apprenait à lire le tibétain. C'est vraiment faisable, on l'a fait. Donc, voilà. C'est aussi une manière de dédramatiser cette histoire. Parce qu'il faut la dédramatiser. Ici, on a clairement... alors, attendez voir pourquoi. Tic-tic. Le coquin, il s'est déconnecté. Ça me fait souvent ce petit piège là. Bon, écoutez, ça c'est un petit ennui technique, mais c'est pas grave. Pour l'instant, vous avez à l'écran la partie qu'il vous faut, donc ça va. Donc, par contre, mon pointeur marche plus parce qu'il s'est déconnecté. C'est quand même bien pratique le pointeur. Attendez voir, je vais essayer de... Mais je suis pas sûr, je sais pas si ça marche après. Ah là là. Ça serait tellement bien que ça marche toujours. Alors, j'essaye. Hop. Alors... Mon iPad est toujours déconnecté. C'est bien, vous avez l'image, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Bon. Ah, c'est bête quand même. Non, parce que je veux vous montrer plein de choses après. Bon. Vous avez l'écran, on va y aller comme ça. Peut-être qu'il y aura un petit miracle en cours de route qui va faire que l'iPad se reconnecte. Ce serait génial. Pour l'instant, on va y aller comme ça. Donc, Gyalkun Chadup Yesheki. Ça, c'est la lecture de la phrase. Gyalkun Chadup Yesheki. La première. Ensuite, vous avez Rang Dang Yi Shin Korlo Yi. Alors, je vous appelle Rang, parce qu'on a Rang à Rang. Voilà. Alors là, de nouveau, pareil, quand vous en avez deux de lettres, c'est la première qui, en général, est la lettre de base. Ça, petit à petit, vous allez repérer. De nouveau. Ensuite, Mao Dang Sadang. Là, c'est un peu plus complexe parce que vous en avez 4 et donc, question à choix multiple, c'est laquelle? Et puis là, on ne sait pas toujours. Donc, c'est la deuxième en l'occurrence, effectivement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez un ma devant et donc c'est forcément un préfixe. Et surtout, vous avez un sa à la fin et le sa, c'est le seul qui peut être deuxième suffixe. Donc, si c'est le deuxième suffixe, ça veut dire ce qui précède, c'est un suffixe. Et donc, ce qui précède encore, c'est la lettre de base. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre vraiment. Parce qu'en plus, bon... Moi, j'ai une tendance, alors je ne sais pas si c'est une bonne tendance, j'en sais rien, mais j'ai une tendance à vouloir simplifier la chose. Alors, je suis conscient que ce n'est pas super simple, on est d'accord. Mais simplifier dans le sens où l'idée, c'est quand même d'avoir un rapport au texte d'abord et avant tout. Maintenant, vouloir absolument comprendre Rangdang, moi j'aurais envie de dire Rangdang, on a Mao Dang Adang, bon, Rangdang, ok. Et puis, je peux en plus rajouter la phonétique. C'est vrai que je n'ai même pas pensé de le faire pour ce texte. Vous n'avez pas la phonétique. Donc là, il va falloir que je vous la ramène, la phonétique. Mais si je vous donne la phonétique, que vous pouvez déjà noter maintenant, hein, si vous voulez, mais bon, après vous l'aurez, c'est Rangdang Yi Shin Korlo Yi. Rangdang Yi Shin Korlo Yi. Voilà. Et puis là, il y a des choses assez simples. Par exemple, Yi, hein, c'est Ya, Giguyi, Sa, Yi. Bon, voilà. Korlo, ici, Korlo, c'est simple aussi. Hein, Korlo. Pourquoi Korlo? Ça veut dire, Korlo, ça veut dire la roue. Pendant que je vous parle, j'essaie encore de régler mon petit problème technique, qui ne se règle pas, c'est quand même bête, mais bon, voilà.
Donc, kollo la roue. Et puis ensuite, troisième phrase. Alors, troisième phrase. Tse tang ye she se nam pal. Pal ou pel. Il y a différentes possibilités de prononciation. Mais donc, tse, tse c'est la vie. Après, on verra en détail, hein, mais je peux déjà vous le dire. Tse c'est la vie. Tang, vous connaissez normalement sur la troisième phrase. Tang, c'est et, vous l'avez déjà vu. Ça, c'est un petit repère de plus. Super. Yeshe, vous connaissez aussi, normalement. Je crois. Hein, je crois qu'on l'a vu dans le texte de Chenrezig. Yeshe, c'est la sagesse primordiale. Donc, c'est pour ça que petit à petit, si vous appuyez, ou si vous vous appuyez sur des mots que vous prenez comme mots repères, et ça, c'est votre choix finalement. Tang, troisième ligne, là, ici, c'est tang, tang, tang à tang, ça, c'est un mot repère, évidemment. Ça veut dire et, ça, si vous le connaissez, vous êtes déjà gagnant. Ensuite, yeshe, c'est pas super compliqué à lire, parce que c'est ye, ya dembouye. Le principe est assez simple, là. C'est-à-dire que quand vous avez un dengbu, ça transforme le ya en ye. Hein. Ya dembouye. Ensuite, sha dembouché, ça, she. Sha dembouché, hein, sha, she. Alors après, oui, ok, sha dembouché, ça, she. Pourquoi she, etc. Pourquoi pas autre chose? Ok, pour l'instant, restons simples. Ye, she. Puis ensuite, vous avez senam. Senam, on a déjà vu. Hein, le senam. Senam, puis vous connaissez certainement des senam dans votre entourage. Donc, senam, c'est ça. Donc, voilà. Pao sanaro soda se, nam. Nam, c'est super simple aussi. Namasa nam. Il n'y a rien de compliqué. C'est trois lettres l'une à côté de l'autre. Et puis le sa comme deuxième suffixe. Donc, c'est la première, la lettre de base. Automatiquement. Ce nam, pal. Pal glorieux, je crois qu'on a vu aussi comme mot de vocabulaire, c'est possible. Il y aura des répétitions dans le vocabulaire. Le but, c'est pas de ne pas répéter, au contraire, c'est de répéter, de les revoir, on les revoit dans d'autres contextes. Donc, je reprends cette strophe, comme ça on l'aura. Alors, Giel, alors hop, ça va aller mieux. Giel, kun, cha, drup, ye, che, ki. Ok? Et ensuite, on a Rang, dang, yi, shin, kor, lo, yi. Voilà. Puis ensuite, on a tse, tang, ye, she, se, nam, pal, pal ou pel. Hein, il peut y avoir deux prononciations possibles. Pel, shing, gie, pe, shi, pa, tsol. Voilà. Alors maintenant, ok, ça reste évidemment mystérieux, pourquoi on dit tout ça. Mais bon, je suis confiant, ça va venir, il n'y a pas de doute. Ouais, puis à la rigueur, je vous ferai peut-être une vidéo ailleurs, quoi, à part ce qu'on est en train de faire là, avec l'épellation, comme ça vous aurez tout. Parce que là, ça va être un peu gonflant. On va simplement regarder ici les mots et puis comment ça s'organise. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, on a déjà, on voit, et ça c'est important, on a nos trois particules ici. La première, elle ne pose pas de problème, c'est un génitif de base, donc voilà. La deuxième, elle ne pose pas de problème non plus, c'est un ergatif instrumental de base. Ergatif instrumental, ça veut dire simplement que... Ça veut dire quoi d'ailleurs, un ergatif instrumental? C'est quoi la fonction? En gros, là, quelqu'un se lance? C'est pour marquer l'action. Yes! Bravo Fabien. C'est pour marquer l'action. Tout simple. C'est pour marquer l'action. Par exemple, on écrit avec la main. Alors, marquer l'action... Alors, du coup, vu que je viens de dire marquer avec la main, je précise marquer l'agent de l'action. C'est encore mieux. On sait qu'il y a une action produite, mais on désigne surtout l'instrument, d'où le fait de parler d'un instrumental ou d'un ergatif, c'est-à-dire de quelque chose qui donc nous permet d'exprimer effectivement le rôle de l'agent, voilà, qui produit une action. Donc ici, yi. Par exemple, là, au niveau de l'analyse, même si on n'a pas compris tout ça avant, on sait que tout ça avant, là, cette particule, elle dit quoi? Que tout ça là avant, c'est forcément, d'une manière ou d'une autre, l'agent d'une action. Donc ça là avant,
Ça provoque quelque chose. Ça, la particule, quand on voit la particule là, on sait qu'avant, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Ou il y a quelque chose qui fait quelque chose. Soit une personne, soit un instrument. Forcément. Et puis là, si on a un génitif, ben on peut se dire que d'une certaine manière, on a là un gros groupe de mots, et puis là, on a un autre gros groupe de mots. Et que le génitif, il fait le lien entre ça et ça. Ça, c'est de l'analyse vraiment à la hache, mais après, on rentre dans les finesses, d'accord? Mais ça, déjà, faut le repérer. Ça, c'est super important de le repérer. OK? Voilà, ensuite, on a, donc, en termes d'autres particules, on en a une ici, à la 4e ligne, GP. Alors ça, c'est un génitif, donc pareil, on a a priori un groupe de mots là, et a priori un groupe de mots là. Voilà. Ça, c'est au niveau de, voilà, vraiment l'analyse de base. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, avec les mots qu'on connaît peut-être. Donc on a Gal, vainqueur, hein, Gallois, Gallois Karmapa par exemple, hein, Gallois, vainqueur. Hein, mais Gallois, c'est aussi Gallois, les vainqueurs, les Bouddhas. Kun, vous connaissez, on a vu dans le vocabulaire. Quoi vous connaissez? Disons, vous avez vu. Maintenant, peut-être que vous ne vous rappelez plus. Mais Kun, ça veut dire tout. Donc là, pas de problème, hein, je vous passe pas de colle. Je vous donne le sens. Après, le sens, ben voilà, vous le reprendrez. Donc, Galkun, si on met Galkun l'un à côté de l'autre, avec ce que je viens de vous dire, déjà vous avez un élément là. De compréhension, j'entends. Et l'élément de compréhension, c'est quoi? Et qui me donne la résolution? Galkun. Tous les vainqueurs. Mais voilà, tous les vainqueurs. Génial. Tous les vainqueurs. Déjà, vous comprenez ça, je veux dire, c'est énorme. Donc, on parle de tous les vainqueurs, voilà. Bon, ok. Puis ensuite, on a Chadu Pieche. On pourrait presque dire que ça, c'est un bloc. Mais vous verrez, dans le vocabulaire, je vous le distingue. Pourquoi? Parce que on a ici, Cha, c'est l'action. Drup, c'est l'accomplissement. Donc, c'est le fait des actions accomplies. Ou le fait d'accomplir des actions. Chadrup. Et là, pareil, hein, en termes de construction. De la même manière qu'on dit Galkun pour dire vainqueur, tout, ça veut dire tous les vainqueurs. Ici, on dit Cha Drup, c'est-à-dire action et accomplir. Donc, c'est l'accomplissement des actions. Puis après, on a Yeshe. Et Yeshe, c'est la sagesse primordiale. Et là, peut-être qu'il y a un petit tilt qui vous fait « Ah, mais tiens, ça me dit quelque chose. » Les 5 sagesses. Ah ah, Cha Drup Yeshe. La sagesse toute accomplissante. Ok. Voilà, parce que Yeshe, c'est le mot qu'on utilise pour les 5 sagesses. Les sagesses primordiales. Donc, Chadup Yeshe, c'est les sagesses accomplissantes, tout accomplissantes. Donc là, on a tous les vainqueurs, sagesse accomplissante, et on a un génitif. Et puis ici, on a Rang Dang. Alors, rang dang, rang, c'est important. Vous l'avez déjà vu, mais je pense que vous ne l'avez pas repéré. Par exemple, quand on dit kierang, hein, vous avez vu quelque part, quand on dit je, vous, plutôt, excusez-moi, vous ou tu dis kierang, ou rang, pour dire soi-même. Donc, rang, ça veut dire, rang, c'est, rang dang, par exemple, dang, c'est la luminosité. Rang dang, c'est sa propre luminosité. Rang, c'est la notion de ce qui m'est propre. C'est pour ça qu'on dit rang pour moi, hein, en ce qui me concerne, moi. Hein. Ou alors, ce qui est une possibilité, on dit nga aussi. Hein. On dit da. On a vu da beaucoup dans le texte. Hein. Da pour dire je, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait juste d'ailleurs. Mais. Jean-Marc, oui. Rang tong, c'est la vacuité en soi, c'est ça? Non, alors rang, non, donc c'est la lumière. Oui, tu penses là peut-être, tu pensais à rang tong. Oui. Ah oui, mais non, parce qu'ici, tu vois, il n'y a pas de naro. Là, il n'y a pas de naro. Ah oui, d'accord. Et pas du tout. Donc ici, non, mais c'est très bien. Non, mais parfait. Mais c'est parfait, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, vous utilisez des choses que vous avez entendues, et puis là, on est en train de recoller les morceaux. Hein, et puis petit à petit, vous allez vous dire, ah oui. Et puis c'est ça qui va faire la connaissance. Donc, rang dang, dang, c'est l'éclat. Alors, vous ne le savez pas, ok, pas de problème. Mais rang dang, ça veut dire son propre éclat. Parce que rang, ça veut dire
son propre. Quand vous dites Kerang, c'est vous, d'une certaine manière. Hein? Rang, c'est soi. Hein? C'est moi-même. Quoi. Bon, c'est pas super explicite ce que je vous dis là, mais Rangdang, ça veut dire son propre éclat. Le propre, c'est ce qui m'est propre. Le propre éclat. Donc là, on a éclat, puis Rangdang, ça veut dire son propre éclat, ou le propre éclat. Puis ensuite, on a quelque chose qui est un groupe de mots ici. On a Yishin Korlo. Yishin Korlo, alors là, de nouveau, peut-être il y aura dans vos têtes, ah oui, mais peut-être pas, mais allez savoir. Yishin Korlo, c'est Tara Blanche, la roue qui exauce tous les souhaits. Peut-être ça vous dit quelque chose, peut-être pas, mais un des noms de Tara Blanche, c'est Yishin Korlo, la roue qui exauce tous les souhaits. Et Yishin, vous avez peut-être entendu ou lu quelque part Yishin Norbu. Vous avez déjà entendu Yishin Norbu, le joyau qui exauce tous les souhaits? Hein? Yishin Norbu. Donc Yishin Korlo, c'est la roue qui exauce tous les souhaits. Alors là, il n'y a pas, ça c'est en français qu'on dit les souhaits. Là, il n'y a pas souhait. Là, c'est beaucoup plus simple, comme toujours, simple, on s'entend. C'est-à-dire que la construction en tibétain, elle n'est pas la même qu'en français. Donc ici, on dit yi, le mental. Ça, c'est un mot intéressant, que peut-être vous avez déjà vu d'ailleurs. Shin, c'est semblable. Donc yishin, littéralement, yishin, ça veut dire ce qui est semblable à l'esprit, ce qui est semblable à ce que l'on conçoit. Alors si je veux creuser un peu, allez, je vais creuser un peu, parce que parfois j'arrive pas à me retenir, donc là je ne me retiens pas. Donc ici, quand on parle de mental, ou de l'esprit, on a plusieurs mots en tibétain. Yi, normalement, c'est ce qui est réservé à ce qu'on pourrait appeler la mentalisation. Par exemple, quand on dit lo, on parle de l'intellect. Quand on dit sem, on parle de l'aspect conscience. Donc voilà, on a différents mots pour désigner différentes fonctions de l'activité, on pourrait dire psychique ou mentale. Ici, ça désigne quelque chose qui est assez mental. Mental dans le sens de... par exemple, quand vous dites sem, pour dire sem, la conscience, ça peut être sem dans le sens de duel, c'est-à-dire moi, je, mais ça peut aussi être sem dans le sens de la conscience, dans sa vérité ultime, donc non-duel. Ça, c'est toujours possible. Quand vous avez yi, c'est jamais non-duel. Et ça, c'est intéressant dans la compréhension. Pourquoi? Parce que quand on dit yi, ça veut dire c'est ce que l'on conçoit, c'est ce que l'on pense, c'est ce que mentalement j'élabore, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est quand on dit Yishin Korlo, la roue qui exauce tous les souhaits. En français, on dit les choses comme ça, mais en tibétain, on dit la roue qui accomplit ou la roue qui est semblable à ce que je pense. Alors, ce n'est pas exactement la roue qui est semblable, mais c'est la roue qui va agir dans le sens de ce que je conçois. C'est pour ça qu'on va dire la roue qui accomplit tous les souhaits, qui exauce tous les souhaits. Et c'est pour ça qu'on dira un des titres du Karmapa ou du Dalai Lama, c'est Yishin Norbu. Yishin Norbu, c'est le joyau qui exauce tous les souhaits. Quand vous parlez du joyau qui exauce tous les souhaits, quand vous parlez de la bodhicitta qui est, ou de la précieuse existence humaine qui est plus précieuse que le joyau qui exauce tous les souhaits, eh bien, vous dites Yishin Norbu. Yishin Norbu, c'est un titre pour un grand maître, mais Yishin Norbu, c'est aussi le joyau que Chenrezig tient dans les mains, c'est le joyau qui exauce tous les souhaits. Yishin Norbu. Donc, on retrouve le Yishin. Même orthographe, évidemment. Hein. Yishin, et ici, Korlo, la roue qui exauce tous les souhaits. Donc, déjà, je vous le disais avant, on a notre génitif ici qui marque qu'il fait un lien avec ça avant et avec ça ensuite. Ok. Donc, on a nos... voilà, quoi. Bon, bref, on a ces deux éléments. Donc, du coup, ça veut dire que Gelkun Chadub Yeshe, ça veut dire, on pourrait dire, la sagesse tout accomplissante de tous les Bouddhas. Hein? Puis là, on a un génitif, donc ça veut dire Rangdang Yishin Korlo. Alors, ça pourrait être
l'éclat même de la roue qui exauce tous les souhaits, c'est-à-dire Tara Blanche, si on décrypte. Donc ça veut dire l'éclat même de Tara Blanche, et puis là on a Galkun Chadoub Yeshe. Alors, c'est quoi le lien? Ben, en fait, le lien, alors effectivement, il faut un peu d'habitude au début, hein, c'est pas non plus de l'ordre de l'évidence. Mais je pense que ça peut vouloir dire l'éclat, donc l'éclat de, par exemple, le propre éclat de la roue qui exauce tous les souhaits, eh bien, c'est cet éclat, c'est cette sagesse accomplissante de tous les Bouddhas. C'est pas évident à comprendre. Hein. Non, c'est vrai. Géraldine a raison. C'est pas tout le monde a raison d'ailleurs. Non, ce n'est pas si évident. J'ai pas compris le lien, Jean-Marc. Ouais. Tu peux répéter? Ouais. S'il te plaît. Alors, je vais vous le montrer le lien d'une manière simple. C'est-à-dire, je vais prendre ça et puis je vais faire hop plus ça. Voilà. Et puis là, on va dire que ça c'est je vais reprendre mon exemple au bout d'un moment, promis, je changerai d'exemple. Pour l'instant, je vais d'abord bien vous gaver avec le premier exemple, puis après, je changerai d'exemple. Donc, le premier exemple que j'utilise tout le temps, c'est Gami Sakang, hein, le restaurant chinois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, Gami Sakang. Là, on a le génitif au milieu. Alors, c'est quoi mon truc? C'est de dire déterminant, déterminé. Donc, Gami Sakang. Alors, génitif au milieu. Donc, Sakang, restaurant. Comment j'arrive à restaurant chinois? Ben, ça veut dire que si ça c'est déterminant et ça c'est déterminé, ça veut dire que le restaurant est déterminé par le côté Chine à gauche. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, si ça c'est restaurant, ça veut dire que c'est un restaurant chinois. Donc, si ça c'est Tara Blanche et puis son propre éclat et tout ce que vous voulez, c'est donc ça qui est déterminé par ça. Donc ça peut très bien être l'éclat, le propre éclat de Tara Blanche qui est la sagesse tout accomplissante de tous les Bouddhas. Est-ce que c'est un peu plus clair? Peut-être pas beaucoup plus clair finalement. Un peu plus quand même? Ok. Parce qu'on est dans ce rapport, c'est-à-dire ici, déterminant, ici, déterminé. Donc si c'est déterminé, ça veut dire que ça, ce propre éclat de Tara Blanche, si ça c'était chinois, on dirait l'éclat de Tara Blanche chinois. Hein? Alors en français ça marche pas parce qu'on dirait l'éclat chinois de Tara Blanche. On est dans des problèmes de construction. Mais en fait on est en train de dire que ça, cet éclat de Tara Blanche, c'est pas très juste de dire éclat de Tara Blanche, mais bon disons, pour faire simple, l'éclat de Tara Blanche, il est déterminé, ça c'est déterminé, il est déterminé par ça. C'est-à-dire qu'il est déterminé par la sagesse de tous les Bouddhas. Donc d'une certaine manière, ça veut dire que, de la même manière qu'on dit c'est le restaurant chinois, c'est le restaurant des Chinois, donc de la même manière, on peut dire que cet éclat de Tara Blanche, c'est l'éclat de la sagesse tout accomplissante de tous les Bouddhas. Vous voyez? C'est un peu plus clair? J'ai une question. Oui. Ah, alors, c'est une question, ce que je trouve pas facile, c'est que, par contre, il n'y a aucune particule entre le premier groupe de mots et le second. Oui, alors, juste... absolument. Ouais. Et c'est Evelyne qui me pose la question ou pas? C'est moi, c'est Claudine. Claudine, j'avais pas repéré. Claudine, excuse-moi, non, parce que des fois je repère pas sur les vignettes. Désolé. Oui, tu as raison, c'est la difficulté, parce que c'est les mots qui sont mis bout à bout. Alors, Gelkun Chadup, effectivement. Alors, pourquoi? Parce qu'en termes... là, on est dans une construction, comme toujours, on est dans une construction versifiée. Puis dans une construction versifiée, il y a un nombre de pieds précis. Ce qui fait que si on voulait être précis, ici, par exemple, ici, prenons... non, il a de nouveau sauté, mon iPad. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai.
Donc du coup, je voulais vous montrer quelque chose, je vais avoir de la peine à vous montrer. Mais bon, pas grave. Vous avez la première... je sais pas pourquoi il me fait ça. Vous avez la première ligne, hein. D'accord? La première ligne, c'est Gelkun Chadup. Maintenant, Gelkun Chadup, si on dit que c'est par exemple, la sagesse accomplissante, quoi, c'est même pas un exemple. En disant Gelkun Chadup, on dit ou Chadup Yeshe, on dit la sagesse accomplissante de tous les Bouddhas. Moi, je dis en français de tous les Bouddhas. Parce qu'on ne peut pas faire autrement qu'en français de dire ça. Sinon, c'est moche. Sagesse accomplissante tous les Bouddhas, il manque quelque chose. Donc, sagesse accomplissante de tous les Bouddhas. Eh bien, en tibétain, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en tibétain, en fait, la construction nous permet de dire Gyalkun Chadup Yeshe, mais si je parlais et je dis la sagesse accomplissante de tous les Bouddhas, je dirais Gyalkun Gi Chadup Yeshe. Je rajouterais le génitif. Simplement, le tibétain possède, comme langue, on va dire, possède une espèce de souplesse qui me permet d'être, comme ça, super mobile, quoi. Donc, je peux créer des choses qui sont à la limite, c'est pas faux grammaticalement, mais dans la langue parlée, ça marcherait pas. On n'a pas, je pense que ce rapport est différent en français. En français, on a un rapport quand même... c'est pas une question de rapport plus cohérent. C'est pour ça que je pense que c'est pas juste de dire ça. Mais on a un rapport plus évident. Peut-être c'est ça. On a peut-être un rapport plus évident entre la manière dont on parle, la manière dont on écrit. Bien que parfois dans la poésie, ça soit pas super simple. Ça, c'est un poème. Hein. C'est un poème. Il compose un poème. Donc, parfois, dans la composition d'un poème, bon, en tant que francophone, on se repère. Si on vient du Kazakhstan, c'est compliqué, quoi. Mais si on vient d'ailleurs aussi, hein, si on vient d'Allemagne, juste, c'est aussi compliqué. Donc, c'est compliqué pour toute personne qui n'est pas francophone. Mais en tibétain, le rapport, il est encore plus éloigné. C'est-à-dire que Gyalkun Chadup Yeshe, en tibétain, ça marche très bien. Mais encore une fois, en tibétain, c'est Gyalkun Ki Chadup Yeshe. Et puis du coup, vous avez un enchaînement de groupes de mots. Gyalkun Ki Chadup Yeshe Ki. Donc, c'est la sagesse tout accomplissante de tous les Bouddhas et de Rangdeng Yishin Korlo. Et de le propre éclat de Tara Blanche. Est-ce qu'on peut retenir, par exemple, pour la première phrase comme principe, Ouais. on commence toujours par la fin, c'est-à-dire on va commencer par Yeshe, pour après redéfinir ou pas obligatoirement? Alors bon, je sais que c'est un peu... parfois on donne ce genre d'explication, du genre, c'est un peu comme dire, et je l'ai entendu, le tibétain se construit à l'envers, donc du coup, on n'a qu'à aller depuis la fin, puis on revient jusqu'au début. Moi, je pense que c'est une simplification un peu excessive. Pourquoi? Parce que tout simplement, on passe à côté de la manière propre qu'ont les Tibétains de construire. Hein, les Tibétains, ils ne pensent pas plus à l'envers que vous et moi, quoi, évidemment pas. Et ils ne composent pas plus à l'envers que vous et moi. Simplement, ils pensent, et donc du coup, ils écrivent d'une manière différente. Mais cette manière différente, c'est l'endroit pour eux. Donc, ce n'est pas forcément l'envers. Ce n'est pas pour bêtement défendre les notions d'endroit, d'envers, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le fait de se sensibiliser à la manière dont les Tibétains écrivent. C'est-à-dire qu'ici, Gyalkun Chadup Yeshe. Chadup Yeshe, déjà, pour un Tibétain, Chadup Yeshe, c'est la sagesse tout accomplissante. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, il le sait. Chadup Yeshe. Et Chadup Yeshe, c'est parmi les 5 sagesses, une des 5 sagesses. Donc ça, il le repère tout de suite. Puis ensuite, Gyalkun. Gyalkun, c'est... Si en tibétain parlait, je dirais Gyalwa Kanga, c'est-à-dire tous les Bouddhas. Donc Gyalkun, c'est vraiment tous les Bouddhas. Donc, c'est des entités de sens qui apparaissent pour le tibétophone. Donc Gyalkun, tous les Bouddhas. Alors nous, on dit tous les Bouddhas. Les Tibétains, ils disent Gyalkun, mais Gyalkun, c'est complètement à l'endroit. C'est-à-dire, au bout d'un moment, Gyalkun, c'est franchement tout aussi à l'endroit que tous les Bouddhas, par exemple. Mais effectivement,
Le français, attention, c'est une langue compliquée. Hein. On peut dire parfois, on peut largement inverser les mots dans la phrase. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, le cheval blanc ou le blanc cheval, les deux sont possibles. En tibétain, c'est pas tout à fait ça. On est assez systématique. C'est-à-dire, gal, c'est les Bouddhas, puis ensuite, on qualifie. On est dans une construction, encore une fois, très égophorique, c'est-à-dire qui suit la perception du je. Et pourquoi ? Parce que d'abord, on dit Bouddha. Ça, c'est une première pensée, Bouddha. Hop. Puis après, on précise. On dit où ils sont, combien ils sont, etc. On est dans une deuxième phase. Donc, gal kun, c'est logique pour un tibétain. C'est-à-dire, gal, c'est les vainqueurs, puis ensuite on dit kun parce qu'on veut parler de tous les vainqueurs. Mais d'abord, on pense vainqueur. Bon, ça c'est un peu une explication logique pour comprendre quelque chose qui ne nous apparaît pas d'une manière super logique. On est d'accord. Mais il y a une logique. Et c'est pour ça que je me retiens un peu à donner une explication comme quoi c'est bien de partir à l'envers, parce que si on part à l'envers, en fait on reste toujours dans notre logique. Et au bout d'un moment, on ne capte pas la logique tibétaine. Parce que par exemple, Chadup Yeshe, sagesse tout accomplissante, de nouveau c'est à l'envers pour nous. C'est-à-dire on dit sagesse tout accomplissante. Mais là, Chadup Yeshe, honnêtement, alors forcément pour moi c'est un peu différent parce que ça fait tellement longtemps que je dis Chadup Yeshe en tant que traducteur, interprète, que pour moi c'est logique, c'est à l'endroit quoi, Chadup Yeshe, je l'entends pas à l'envers. Mais parce que aussi pour un Tibétain, Chadup c'est quelque chose en soi, le fait des actions accomplies. Hein. Par exemple, vous voyez, en français, là, on peut dire action accomplie, on peut accomplir des actions, on peut le dire dans les deux sens. Donc, c'est un peu particulier. Ici, Chadup, c'est action accomplie, et puis Yeshe, Chadup Yeshe. Donc, Chadup, les accomplissements, et puis en l'occurrence, on parle de la sagesse de ça. Donc, dans la construction mentale, c'est comme ça que ça se construit. Mais bon, alors maintenant, après, pourquoi pas aussi ? C'est-à-dire que vous allez faire votre chemin aussi. Si au départ, ça vous semble plus simple de prendre depuis Yeshe, vraiment, pas de problème. Simplement, l'analyse, quand on fait de l'analyse, alors là, de nouveau, comme je vous dis, mon iPad fonctionne plus, ce qui fait que j'ai plus mon pointeur. Donc, quand on fait de l'analyse, l'intérêt, c'est de disséquer les groupes de mots. Là, ici, si on voit notre première phrase, on pourrait dire le premier groupe de mots, c'est la première ligne. On exclut le génitif, évidemment, mais c'est toute la première ligne, sauf le génitif. Puis la deuxième ligne, de nouveau, c'est toute la deuxième ligne, sauf l'ergatif instrumental. Ça, c'est clair, c'est deux groupes de mots. Mais maintenant, Gyalkun, c'est aussi un groupe de mots. Chadup, c'est aussi un groupe de mots. Et puis même Yeshe, c'est aussi un groupe de mots. Parce que quand on dit sagesse. Mais Yeshe, c'est la sagesse primordiale. Ye, c'est primordial. C'est pas n'importe quelle sagesse. C'est la sagesse primordiale. C'est pas Sherap, qui est une autre forme de sagesse. Ici, c'est Yeshe, c'est une sagesse primordiale. Donc, on a trois groupes de mots dans notre première ligne. On a Gyalkun, Chadup et on a Yeshe. Et ces trois groupes de mots finissent par deux groupes de mots. C'est-à-dire Gyalkun et ensuite Chadup Yeshe. Et puis après, on a un autre groupe de mots, c'est Gyalkun Chadup Yeshe. Donc, l'intérêt de l'analyse, pour nous, mais c'est ce qu'on fait ensemble d'ailleurs, et c'est, je pense, le côté intéressant de l'exercice, c'est petit à petit voir comment on décrypte le texte, comment on analyse ces différentes parties qu'il constitue. Voilà. Donc, pareil pour la deuxième ligne, Rangdang, ça aussi c'est composé. Rang, ça existe tout seul, hein. Le tibétain, encore une fois, on ne le dira jamais assez, mais c'est une langue monosyllabique. Ça veut dire que ça tient tout seul. Chaque syllabe tient toute seule. Il n'y a rien besoin d'autre. Et ça, c'est très particulier, parce que nous, on n'a pas ça. Mais rang, ça tient tout seul. C'est toute l'imbrication, en fait. Oui, c'est des imbrications. Exactement. C'est de l'imbrication. Oui, c'est de l'imbrication. C'est pour ça qu'on peut parler... Souvent, j'utilise l'image de plot ou l'image de Lego pour dire qu'on fait de la construction avec des blocs autonomes.
ce qui est assez particulier comme construction de langue. Il y en a peut-être d'autres hein, qui fonctionnent comme ça. Il semblerait que le japonais fonctionne assez pareil, mais bon, je suis largement pas spécialiste. Mais donc, rang dang, ouais, rang, voilà, dang, c'est éclat. Maintenant, vous dites rang dang, ben, c'est le propre éclat. Ça devient une... Quand je dis bloc de mots ou groupe de mots, ça veut dire aussi une entité de sens, c'est-à-dire une entité conceptuelle. Quand vous dites télévision, c'est pourtant un mot composé, mais qui finit par devenir une entité de sens en elle-même. Télévision, c'est un mot composé pourtant. Il peut y avoir d'autres exemples en français. Mais bon, faut chercher en français. En tibétain, il n'y a que des groupes composés, vu que chaque syllabe, elle est toujours autonome. C'est une langue monosyllabique. Tout le temps. Donc là, dans la deuxième ligne, vous avez rangdang, puis ensuite vous avez yishin. Yishin, c'est un deuxième groupe de mots. Puis vous avez korlo. Alors vous voyez, korlo, c'est aussi un groupe de mots d'une certaine manière. Parce que kor, tout seul, ça veut dire quelque chose. Et lo, tout seul, ça veut dire quelque chose. Donc, en l'occurrence, ça ne veut pas dire l'année. Hein. Ça peut vouloir dire l'année. Ici, c'est simplement une terminaison, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle lo, korlo, pour dire la roue. Korlo, lo, c'est d'une certaine manière, quoi, c'est même pas d'une certaine manière, c'est un suffixe nominal. C'est-à-dire que c'est une manière d'utiliser un verbe qui veut dire tourner, et puis vous faites du verbe, vous en faites un substantif. C'est-à-dire vous dites c'est une roue. Ce qui tourne, c'est une roue. Donc vous dites korlo. D'accord? C'est juste pour dire que dans la deuxième phrase, vous avez les deux premiers mots rangdang, voilà un premier groupe de mots. Ensuite, vous avez yishin, hein, les syllabes, donc qui veulent dire yi le mental, shin comme le mental, donc yishin. Puis ensuite, vous avez korlo pour la roue. Donc, c'est toujours des imbrications, effectivement. Tu as tout à fait raison, Philippe, c'est vraiment des poupées russes. Hein? C'est des poupées russes. On va s'en souvenir, c'est les poupées russes. Jean-Marc, Oui. j'ai deux questions. Oui, oui. Est-ce que on est obligé d'aller à la ligne après un... Enfin, le passage à la ligne, il y a des règles en tibétain ou c'est juste que là, c'est un poème et du Là, coup, c'est un poème. Non. Parce que normalement, Ouais. après un génitif, il n'y a pas forcément les deux petites barres et Non, ça peut... non. Là, tu as tout à fait raison, c'est bien, c'est une bonne question. Parce que, non, en prose, on écrirait très différemment. Là, j'arrive plus à vous faire défiler mon iPad. Décidément, aujourd'hui, il me joue des tours. Donc, je vais pas rééteindre et tout, alors qu'on est bientôt à la fin de la leçon. Donc, vous avez le PDF sous les yeux, peut-être. Et si vous voyez le texte en dessous, en prose, c'est pas du tout la même construction. Là, on est vraiment dans une construction... Ouais, là, on est clairement dans une construction, en vers, quoi. Donc, le génitif, on peut le mettre à la fin d'une phrase, mais sinon, non. En plus, après, la construction d'un texte, vu qu'il n'y a pas des espaces entre les mots, il n'y a pas des points comme il y a en français, donc la fin d'une phrase avec une barre, comme on voit ici à la fin des vers, ça ne veut pas forcément dire un point pour nous. Ça peut aussi... Non. Ok. Ça, la ponctuation, on n'a pas encore vu. On verra. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en étudiant cette partie de texte du Karmapa, ça nous permet non seulement... Parce que le texte de Chenrezig, c'est purement versifié. Donc, du coup, on ne voit pas comment s'organise un texte en prose. Là, on voit comment s'organise un texte en prose. Donc, on va le poursuivre. Mais donc voilà pour nos deux premières lignes. Pour la troisième, là c'est presque un peu... Ouais, c'est différent, mais un peu peut-être plus simple, parce qu'on a tse au début. Tse c'est la vie. Tang c'est e. Tse tang. Alors yeshe. De nouveau, on a notre mot composé qui est devenu un mot en lui-même, c'est-à-dire tse tang yeshe, c'est-à-dire la vie et la sagesse primordiale. Senam, pal. Senam, c'est la disposition positive, c'est le senam, c'est la richesse intérieure. Karmapa traduit le terme de senam par inner wealth, donc la richesse intérieure. C'est le mérite, c'est une des traductions en français.
C'est le sonam, c'est la disposition positive. Moi, souvent, je dis disposition positive, ou richesse intérieure d'ailleurs. Et puis, pal, glorieux. Hein. Glorieux, gloire, c'est là dans le sens d'un adjectif, quelque chose de beau, quelque chose de glorieux, évidemment. Puis ensuite, on a pel shing pour la quatrième ligne, pel shing, gyepa ou gyepe shipa tsul. Alors là, pour la quatrième ligne, je prends la fin volontairement, donc je vais dans le sens de Claudine, pour dire que ça c'est un verbe, tsul, à la fin. Et c'est le verbe accorder. On l'a déjà vu, parce que dans la pratique de Chenrezig, ouais, non, mais c'est sûr. Quand je dis déjà vu, ça ne veut pas dire que vous l'ayez retenu. Hein. C'est juste que là, on revoit, on refait un passage. Et on va en faire 10 000 des passages avant que ce soit clair. Évidemment, il n'y a aucun problème. Mais seul, c'est parce que seul, c'est chaque fois dans les textes pour accordez-moi, accordez-moi, accordez-moi. Hein. C'est tout le temps. Et là, au bout d'un moment, bah, vous allez le repérer. C'est un mot, c'est un verbe qui exprime ça d'abord, et puis qu'on voit tout le temps, quoi. Donc, là, seul, tout de suite, on voit, c'est une prière. Donc, on sait que c'est donnez-moi, accordez-moi. Et donc... Jean-Marc, oui. C'est le dernier mot, c'est les derniers mots de la dernière ligne, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce que vous voyez à l'écran, là, le dernier mot de la dernière ligne. Malheureusement, j'arrive plus à vous faire défiler le PDF, donc tant pis. C'est le dernier mot de la quatrième ligne. C'est seul, accordez-moi. Donc, ce que vous avez avant le tsul, c'est shipa. Shipa, c'est ce qui est de bon augure. Hein? Ta shi dele, ta shi dele, ta shi, c'est de bon augure. Donc, shipa tsul, on sait déjà, si on part depuis la fin, hein, pourquoi pas, eh bien, on peut dire, accordez-moi ce qui est de bon augure. Donc là, toute la quatrième ligne, elle est liée à la troisième. Pourquoi? Parce que la troisième, on dit la vie, la sagesse, la disposition positive, la gloire, qui sont toutes des qualités. C'est toutes des qualités. Là, on est dans une énumération. On pourrait, par exemple, faire l'énumération dans la langue parlée en disant « Tse tang yeshe tang senam tang pal ». On mettrait un tang au milieu de chaque mot. Là, on ne le fait pas parce qu'on est encore une fois dans une forme versifiée. Mais on est dans une énumération. La troisième ligne, c'est l'énumération des qualités. La vie, la sagesse, la disposition intérieure, la richesse intérieure, la gloire. Et la quatrième ligne, on dit, quoi par rapport à ça? Par rapport à ça, on va dire que pel, c'est-à-dire se développer, shing gye, s'étendre, pel shing gye, ça veut dire quelque chose qui se développe et s'étend, hein, se diffuse au large d'une certaine manière. Shing, ça veut dire et, une conjonction, tout simplement. Donc en fait, notre troisième ligne, c'est les qualités. C'est toutes ces qualités, eh bien, on fait le souhait de les voir se développer, s'enrichir et être de bon augure. Donc, en fait, quand on dit à la toute fin « accordez-nous », ça veut dire « accordez-nous les signes de bon augure qui aillent dans le sens du développement et de l'enrichissement de toutes ces qualités. » C'est ça la construction. Et on va dire, c'est à peu près dire, toutes ces qualités-là, hein, en tibétain, on dit d'abord les qualités, toutes les qualités, eh bien, puissent-elles se développer et s'enrichir. Et là on dit, gyepe shipa. C'est-à-dire, si vous regardez la dernière ligne, c'est pelshing gyepe shipa. Ça veut dire ces signes de bon augure, hein, ces signes de bon augure, ou comment dire. Là, de nouveau, on est dans un génitif. Donc, shipa, c'est déterminé par ce qui précède. C'est-à-dire, c'est les signes de bon augure, c'est-à-dire le développement, on pourrait dire le développement et l'enrichissement, c'est la bonne augure. C'est le restaurant chinois. C'est-à-dire que le restaurant, c'est shipa, c'est-à-dire c'est la bonne augure. Eh c'est la bonne augure du développement, c'est la bonne augure de l'enrichissement des qualités. Et c'est ça qu'on demande qu'on nous accorde. Et à qui demande-t-on qu'on nous l'accorde?
Eh bien, a priori, on demande à Tara Blanche, vu qu'il s'agit de Tara Blanche dans les 2 premières lignes. Et comme par hasard, que voyez-vous à la fin de la 2e ligne? Vous voyez un ergatif instrumental. Ça veut donc dire que ce qui précède, c'est l'agent. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va nous accorder. Et ce quelqu'un qui va nous accorder, c'est Tara Blanche. Et là, vous avez compris la strophe. Mais j'admets, c'est quand même un sacré chemin pour arriver à comprendre la strophe. Donc, à notre stade, c'est du débroussaillage. Et puis, c'est OK, on débroussaille ensemble, et puis voilà, on essaye surtout de repérer. La conclusion pour moi aujourd'hui, c'est ne vous en faites pas trop, c'est pas de l'ordre de l'évidence, mais ce qui est intéressant, c'est de repérer et c'est de prendre le texte comme occasion de revenir sur ces notions et de petit à petit mieux les comprendre et toujours en rapport à une situation réelle, plutôt que de l'apprendre d'une manière théorique, une fois de plus. Ok? Puis on va devoir s'arrêter là, parce que sinon, là, j'explose tous les compteurs. Donc ça va pas du tout. Par contre, l'enregistrement n'a pas sauté, lui. Donc, voilà. Ça nous fera une vidéo d'un petit peu plus d'1 heure, mais c'est correct. On arrête là, hein, avec une dédicace. Sonam diye tamche zingbane domne nyebe danam pamjene kegana je balab trubaye sibe tsole dowa dolwarai sho. Voilà, une dédicace et mes remerciements à vous toutes et tous d'être là, d'avoir suivi ce cours, cette leçon. Et puis on se voit bientôt pour la suite. OK? Et puis je mettrai la phonétique avec le PDF, ça vous aidera, je pense. J'ai oublié de le faire. Donc je mettrai la phonétique avec le PDF, 2-3 petites choses. Puis vous aurez le vocabulaire aussi. Donc voilà, les updates, vous allez, à mon avis, recevoir tout ça. Ça m'étonnerait que je termine aujourd'hui, donc ça sera plutôt demain, je pense. Voilà. Jean-Marc, pardon, Ouais. juste une micro-question. Est-ce que c'est possible que du coup le nouveau vocabulaire de ce texte, que tu puisses le mettre sur Quizlet? Parce Oui, que du bien coup, sûr. ça aide vraiment en fait. Ah non, mais je vais le faire. Pour apprendre. Ah ouais. C'est ça, ouais, ça je pense, je suis déjà en mesure de pouvoir le faire rapidement. Donc dès qu'il y a des updates, je vous le dirai, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais entre aujourd'hui et demain, vous aurez le tout. Oui, bien sûr, évidemment. Non, c'est clair. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. À tout bientôt. Merci beaucoup. Hein? Merci. Bonne journée. Au revoir. Ok. Alors, au revoir. Bonne journée. Je vais appuyer sur le bouton fin. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye. Bye bye.